Donc voilà. Pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne quand même un petit peu dans l'histoire du numérique éducatif et du numérique dans l'enseignement supérieur, très très rapidement. On ne va pas détailler tout, pour ensuite continuer un peu sur les pionniers qui ont fait que ce phénomène MOOC a pris, entrer un petit peu dans l'anatomie d'un MOOC, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, tout simplement, pour ensuite se poser des questions, le lancement d'un MOOC en pratique, quelles sont les différentes étapes de la conception d'un MOOC, qu'est-ce qu'il faut comme compétences. C'est un petit peu à destination des enseignants qui penseraient se lancer, ça a fait un peu de concret, on va parler sous très, très brièvement, et finalement aussi beaucoup sur la prospective, sur qu'est-ce que ça implique, pourquoi, quelle plateforme, quel cours, un petit peu toute la question de l'avenir des MOOC et de leurs impacts. Donc, une brève histoire du numérique éducatif. Alors, il faut savoir que le fait de poster des cours en ligne, c'est absolument pas nouveau. Et je pense que vous êtes très nombreux à connaître ce qu'on appelle le MIT OpenCourseWare. Alors, le MIT OpenCourseWare, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui est là, qui va être filmé, et qui après va mettre en ligne ses diapositives, son cours filmé. Ça existe depuis 2001. Et souvent, il y a une confusion totale dans les esprits entre ce qu'on appelle l'OpenCourseWare, ce qui est ça, ce qui est un cours en présentiel diffusé en ligne et mis en ligne, et un MOOC, qui est un cours entièrement organisé en ligne. Il faut voir que souvent le MIT a dit oui, nous on l'utilise sur le campus, c'est à usage pédagogique. En fait, c'est vachement politique l'OpenCourseWare, ça leur a apporté beaucoup de visibilité à bas coût. C'est-à-dire que, en fin de compte, une fois qu'ils avaient fait les captations, qu'ils avaient les diapos, les mettre en ligne et pas faire plus d'interactions que ça leur coûtait pas si cher que ça. Et pourtant, vous avez Donate Now en haut à droite, hein, mais quand on voit les sommes qui ont été investies aussi et le nombre d'années, hein, ça fait plus de 10 ans que ça existe ça, c'est pas extraordinaire. Tous les cours sont pas, vous n'avez pas des cours filmés sur tout, et vraiment, si vous êtes capable d'apprendre avec un cours comme ça qui dure, là c'est 2 heures, mais en fait vous additionnez ça parce qu'il y a tous les cours, donc c'est 30 heures. Si vous êtes capable de visionner 30 heures de cours comme ça d'affilée sans interaction, bah alors ou vous êtes un génie ou vous avez un problème. Donc c'est vraiment pas adapté à l'enseignement en ligne. Et Dieu sait si on est nombreux à s'être formés et à avoir souffert sur ce type de vidéo. Et j'ai plein de collègues dans tous les domaines, on a passé 2 heures, mais au bout d'un moment on lâche, quoi. C'est juste pas possible, c'est pas humain comme effort pour pouvoir se former en ligne. Après, ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est très bien, mais c'est pas un usage de formation, d'auto-formation. C'est très difficile, c'est très marginal. Alors les OpenCourseWare, il y en a eu beaucoup. Le MIT OpenCourseWare a vraiment été le leader. Mais après, il y a un consortium mondial qui s'est mis autour du MIT et qui est devenu ce qu'on appelle le OpenCourseWare Consortium. Alors chez nous, on a par exemple ParisTech LibreSavoir, qui sont des gens qui ont bossé avec le consortium. Et en 2006, vous avez Apple qui va lancer son service iTunes U, et sur lequel vous allez trouver des cours de plein d'universités. Yale, Princeton, Harvard, enfin, il y a un certain nombre d'établissements prestigieux qui ont commencé à diffuser leurs cours via iTunes U. Alors en fait, ça a beaucoup été utilisé quand on a regardé un peu, c'est difficile de savoir comment c'est utilisé, mais quand on a regardé un petit peu les chiffres, il y a des millions de gens qui utilisent ça, mais c'est aussi beaucoup des enseignants qui vont les utiliser pour leurs cours, pour s'inspirer, pour regarder comment les autres font. En auto-formation, c'est très dur d'avoir des retours, mais les gens se plaignent déjà que c'est difficile de suivre avec des MOOC, alors avec l'OpenCourseWare, on n'est pas sorti. Alors, l'ouverture, on l'avait déjà. Mais le problème, c'est que les cours de type OpenCourseWare, ils sont pas interactifs, il n'y a pas d'évaluation, enfin, c'est très stérile. Donc, il faut aussi des formations où il y a de l'échange et de l'interactivité en ligne. Alors ça existe depuis très longtemps aussi. C'est-à-dire des organismes et des outils qui permettent de faire des formations entièrement à distance, ça existe depuis presque 20 ans. Vous avez Blackboard, donc, qui était au code propriétaire en 97. Après, vous avez le célèbre Moodle, je pense que tout le monde connaît, donc, qui a été utilisé pour de la diffusion de contenu au sein des universités, mais aussi pour de la formation à distance. Et plus récemment, vous avez Sakai en 2005, Canvas. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'outils qui ont, mais là, il y en aurait des dizaines d'autres, hein,
Claroline Connect, bien sûr aussi, enfin Claro9, il y en a plein des plateformes pour faire de l'enseignement. Donc l'interactivité, c'est pas nouveau non plus. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ces classes interactives, ces formations à distance, en fait, elles étaient utilisées dans un contexte de classe réduite. Et en fait, ce qui va faire vraiment le caractère explosif du MOOC, c'est qu'on va mélanger la notion d'ouverture et de massivité avec la notion d'interaction. Et quand on va avoir ces deux choses en même temps, on va pouvoir un petit peu, ce que j'ai envie de dire, c'est compléter la chaîne de valeur de l'éducation, pas entièrement, mais dans une large mesure, et faire des produits véritablement innovants. Parce que le problème, jusqu'à présent, c'est qu'on se retrouvait face à un isolement des apprenants, d'une part, qui étaient souvent seuls devant l'ordinateur, il y avait très peu de liens avec les autres apprenants, et il y avait aussi tout simplement un verrou qui était lié à économique en fait. On ne pouvait pas faire du massif et interactif parce que comment est-ce qu'on va évaluer en fin de compte des milliers de productions parce que tout ne va pas être évalué par QCM. Comment est-ce qu'on va évaluer des milliers de productions en quelques jours? Et voilà, en fait, voilà, c'est là le problème. Il y avait cette volonté d'ouverture, il y avait cette volonté d'interactivité, mais il y avait des verrous. Et on va voir comment ça a sauté. Donc voilà, pionnier au tsunami. Donc l'OpenCourseWare, ça a duré à peu près 10 ans. De 2001 à 2011, ça a continué à grandir, ça continue à grandir. Vous avez par ailleurs toute une branche que j'ai un petit peu sautée qui va être ce qu'on appelle des MOOC connectivistes, c'est-à-dire des MOOC où en fin de cours, en fin de compte, des formations un peu marginales qui vont avoir lieu sur le web, où l'enseignant, c'était un petit peu de l'enseignement basé sur les réseaux sociaux et l'interaction entre participants, mais on n'avait encore jamais eu un cours massif et interactif mis en place par un établissement prestigieux. Et ce qui va se passer, c'est en novembre 2011. Vous avez un cours, donc là c'est une capture d'écran historique, puisqu'elle n'existe plus sur le net, c'est le premier MOOC de Stanford en intelligence artificielle. Vous en avez deux équipes concurrentes, deux équipes qui vont lancer ces formations. Vous avez Sébastien Throne, là, que vous voyez en haut à gauche, sur le cours d'intelligence artificielle, et vous allez avoir un cours de machine learning. Alors, au début, ils avaient ouvert le cours, ils pensaient avoir 1500, 2000 personnes, quelques milliers, quoi. Quand ils ont dépassé les 50 000, ils ont compris que quelque chose était en train de se passer. Et le problème, ils ont eu quelques soucis aussi, parce qu'en fait, ils ont fait complètement bottom-up. Ils ont utilisé la marque de Stanford pour attirer les gens sans vraiment avoir eu l'accord de leur hiérarchie. Et c'est assez mal passé avec Stanford après, d'ailleurs. On pourra revenir là-dessus. Et c'est ça qui a conduit aux événements d'après. Et pourquoi est-ce qu'on va appeler ça des MOOC? Pourquoi est-ce qu'ils vont reprendre l'acronyme MOOC? MOOC, déjà, il va y avoir la notion de massive. Ça va être vraiment des milliers de participants. Après, il y a tout un débat. Est-ce qu'un MOOC à partir de quand un MOOC est massif? Est-ce qu'on dit en dessous de 1000 inscrits, c'est pas massif? Est-ce que en dessous de 10 000? Enfin, chacun, c'est extrêmement arbitraire. Ensuite, il y a les inscriptions qui peuvent être massives. Vous pouvez avoir 100 000 inscrits, mais seulement que quelques milliers de personnes qui vont vraiment être actives. Donc, c'est très difficile à dire ce que c'est massif. C'est sûr que il y a des gens qui vont dire un MOOC, ça va être massif. Enfin, il n'y a pas besoin d'attendre de l'avoir lancé pour dire que c'est un MOOC. Alors là, c'est un petit peu compliqué. C'est de dire qu'un MOOC, c'est un dispositif pédagogique qui peut passer à l'échelle. Il y a des gens un peu plus extrémistes qui vont dire un MOOC n'est un MOOC que quand il a passé à l'échelle. Parce qu'un MOOC, c'est aussi une communauté, c'est aussi un certain nombre de choses derrière. Donc voilà, il y a déjà un débat sur le massif. Sur l'open. L'open, on va dire que la définition du MOOC, ça reste sa gratuité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des services payants, qu'il ne peut pas y avoir un tutorat payant, il peut y avoir un tutorat payant, mais il faut que l'inscription et l'accès aux ressources soient gratuits. Si l'accès aux ressources devient payant, on n'est plus vraiment sur un format MOOC. Ou en tout cas, ça se discute. Et du coup, souvent les enseignants ils se plaignent d'avoir des classes hétérogènes avec 30-40 étudiants. Alors, si vous vous plaignez d'avoir une classe hétérogène avec 30-40 étudiants, essayez avec une classe de 100 000 étudiants
des quatre coins de la planète. Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont aller du lycée à la retraite de tous les continents. Donc si vous faites des cours en français, vous aurez beaucoup de gens en provenance d'Afrique, d'Haïti, et du Québec, de la francophonie, et même de France, donc de la francophonie en général. Et donc ça va impliquer un certain nombre de, ça implique un certain nombre de choses du point de vue de la conception de la formation. Online, c'est conçu pour être suivi en ligne. Ça veut dire que même si on peut avoir des modules en présentiel, vendre des livres, des chats, ça ne doit pas être indispensable au bon suivi du cours. Et course, c'est-à-dire que y a des interactions, éventuellement des examens, des certificats, même si c'est pas obligatoire, mais en tout cas il y a des objectifs pédagogiques. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en a qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs en fonction du public, mais il y a la notion d'objectif pédagogique et de parcours. C'est pas simplement de la diffusion de ressources. À la fin, le participant doit être arrivé au bout et à atteindre des objectifs. Donc on avait parlé des deux MOOC qui avaient lieu à Stanford, Machine Learning et Intelligence Artificielle. À la fin, ils ont eu tellement de succès qu'ils se sont dit qu'ils lanceraient une entreprise. Et donc vous avez Udacity qui va venir du cours de Sébastien Thrun d'intelligence artificielle et Coursera qui va venir du cours de Daphne Koller de Machine Learning. Pourquoi ? Pour de multiples raisons, et ça ne pouvait pas vraiment se faire au sein de Stanford aussi, c'était un petit peu compliqué. Et bien sûr, vous avez le MIT et Harvard avec leur histoire de l'enseignement supérieur en ligne, leur prestige, qui avait un petit peu du mal à l'idée d'aller signer avec des startups qui venaient de Stanford. Et donc ils ont formé ce qu'on appelle le consortium EDX dans la foulée, en avril 2012. Chacun a mis 30 millions sur la table, donc Harvard, MIT, et après ils ont commencé à fédérer un ensemble d'établissements autour d'eux, dont l'Université catholique de Louvain. On va revenir rapidement sur les modèles. Udacity, c'est un petit peu le modèle de la maison d'édition de MOOC. C'est-à-dire que, en fait, ils vont faire tous les cours de Udacity, même s'il y a des enseignants qui peuvent venir d'établissements partenaires, tous les cours vont être produits dans leur studio. Et il y a un petit peu une marque de Udacity avec un style, ils essaient d'être un peu drôles, enfin, ils essaient d'être jeunes, enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment la notion de ligne éditoriale fixée par l'entreprise. Et du coup, vous allez avoir 40-50 cours, donc ça va faire des cours entre guillemets de très bonne qualité technique et pédagogique, même si parfois c'est un peu discutable, et qui vont s'exporter assez facilement. Et Coursera, ça va être un modèle complètement différent. S'ils vont dire, nous, on va se concentrer sur l'outil, on va faire un outil bien, et on va laisser les établissements partenaires faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, alors que Udacity va avoir le modèle de la maison d'édition, Coursera va davantage avoir un modèle de type place de marché. Et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de cours. Donc là, maintenant, sur Coursera, je crois qu'on atteint presque 500 cours. Alors qu'on doit être autour de 40-50 sur EDX et sur Udacity. Et donc presque 5 millions fin 2013. Maintenant, on a déjà au jour d'aujourd'hui, on a déjà dépassé les 6 millions. Plus de 90 partenariats, essentiellement avec des universités américaines. Donc là, typiquement, on va voir le soft power américain dans sa plus pure expression. Et des établissements prestigieux, le PFL Lausanne, donc en Suisse. En France, vous avez 5-6 établissements qui ont signé avec eux. Et entre guillemets, les établissements les plus prestigieux de l'ensemble de la planète. C'est vraiment une politique de marque aussi pour attirer des gens. C'est pas nécessairement sur la qualité des cours, d'ailleurs, ils regardent pas vraiment. Ils disent, bon, vous signez un engagement qualité, mais dans l'ensemble, c'est vraiment le prestige de la marque qui compte pour Coursera. Alors il faut voir que ils en sont maintenant à plus de ils ont fait 20 millions de levées de fonds de KPCB au départ. Donc KPCB, c'est un fonds d'investissement qui est assez connu, et maintenant ils en sont à plus de 60 millions, je crois, d'investissements de dollars. C'est très important. C'est très important de comprendre ce que ça implique. Ça implique que maintenant la présidente de Coursera, elle vient d'un fonds d'investissement. Donc en termes de relations avec les universités, en France, ça passe très très mal. Parce que les universités et les fonds d'investissement, les universités françaises et les fonds d'investissement, c'est pas la même culture, on va dire. Et après, ça va poser la question, est-ce que c'est à des entreprises de diriger l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale? Est-ce que les entreprises ne doivent pas être simplement support de ces choses-là? Vous voyez le type de problématique. Et c'est pas pour rien que EDX a eu du succès. Parce que eux, ils sont positionnés en organisme à but non lucratif. Le code va être open source.
Et même s'ils vont se positionner en concurrent de Coursera, ils vont se positionner sur des outils qui sont parfois pas aussi performants que Coursera, qui ont des outils à la pointe, même si le code est propriétaire. Enfin, le code est propriétaire. Et il va dire, on va pas avoir une philosophie business. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gratuits. Hein. Le ticket d'entrée dans EDX, dans le consortium, ça varie entre rien et 2 millions. Alors que Coursera, c'est gratuit pour signer avec eux. Mais ça veut dire que tout l'argent qui va être mis pour développer du code et réinvesti et pas pour des actionnaires. Anatomie d'un MOOC. Donc, revenir brièvement, un MOOC, qu'est-ce que c'est ? C'est bien d'avoir les idées un petit peu solides avant d'entamer le débat. Alors, j'ai pris une capture d'écran de chez vous. Donc voilà, vous avez un cours anatomique. Qu'est-ce que c'est un MOOC ? Déjà, la première chose sur laquelle on tombe quand on pense à un MOOC, c'est une page de présentation où vous avez une image qui normalement doit être suffisamment jolie pour attirer un peu les gens, un teaser qui va durer 2 minutes et dont le but c'est de présenter le cours et donner envie de s'inscrire, une petite présentation, et là on le voit pas bien mais il y a une date de début, une date de fin, donc on est essentiellement sur des modèles de cours synchrones. Pourquoi ? Simplement parce que pour être interactif, il faut qu'il y ait quelqu'un, une équipe pédagogique qui soit derrière le cours en permanence, et on ne peut pas demander à quelqu'un d'être 24/24 pendant toute l'année disponible pour modérer les forums, animer, etc. Du coup, là on change beaucoup de logique, parce qu'en fait on commence à entrer dans des logiques de web marketing. En France, en tout cas, on est vraiment dans une logique top-down, on se dit, de toute façon on va faire le cours qu'on veut, les élèves ils sont obligés d'aller au bout. Mais en fait, là on doit être dans une logique où on doit non seulement attirer les gens, mais en plus les garder après. Parce que vous voyez bien que Open, c'est ouvert à l'entrée, mais c'est aussi ouvert à la sortie. Donc ça veut dire que si le cours n'attire pas, déjà, il ne va pas avoir suffisamment d'inscrits, et en plus, les gens vont pouvoir repartir assez facilement. Donc le choix du sujet est déterminant. Après, il faut vraiment réussir à trouver, c'est un débat de choisir, est-ce qu'on va choisir des sujets qui vont attirer beaucoup de gens et être, entre guillemets, assez superficiels, ou est-ce qu'on va choisir des sujets très pointus ? Moi, j'ai envie de dire... il n'y a pas de bien ou de mal, mais c'est clair que si on investit quand même des sommes conséquentes dans la conception d'un MOOC, autant être massif, parce qu'on va avoir un impact plus important, et en termes de réputation, et en termes de force de frappe. Donc, sur la question des... donc voilà, là c'est vraiment l'accroche, entre guillemets, l'entrée dans le MOOC. C'est primordial de voir que on n'est pas du tout dans une logique où on peut imposer un cours et on a un public captif, même si ça peut exister par ailleurs et le MOOC utilisé comme ça. Là, on est sur une logique de public ouvert, et donc il faut raisonner de cette manière avec un public ouvert, qui peut partir donc. Après, sur la transmission des connaissances, les formats de vidéo ne sont pas particulièrement nouveaux. Vous avez plusieurs types. En haut à gauche, vous avez une diapo, le format type de ce qu'on avait fait avec le MOOC gestion de projet avec Centralil. Ça a été fait avec PowerPoint et Camtasia et donc une caméra HD. C'est tout ce que nous a coûté le MOOC. Après, c'était de l'huile de coude, un peu de temps, mais avec 300-400 €, on a eu un MOOC qui a eu quand même 15 000 inscrits en 2013 et qui devrait en avoir plus en 2014. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de moyens hyper incroyables pour un MOOC. Après, c'est sûr que la qualité, ça joue aussi. Et vous avez aussi des formats de MOOC où les gens vont avoir un studio, vont avoir une équipe de tournage. Notamment, là, je vous donne un exemple de EDX, c'est un cours de biologie du MIT à droite, où vous avez un cours qui va être scénarisé en amphi. Alors, c'est pas le cours avec simplement une caméra et l'enseignant filmé. Sur ce type de truc, là, à droite, vous avez 5 caméramans. Et vous avez une scénarisation en amont. Les Américains sont vachement dans la scénarisation. C'est un peu du Hollywood. Chacun sait quel étudiant va intervenir à quel moment pour dire quoi. Limite, s'il n'y a pas le signe applause ou love. C'est complètement les shows à l'américaine. Enfin, ils sont géniaux pour ça. Et après, vous avez le traditionnel fond vert. Donc, c'est une variante du format de gauche. On se met sur un fond vert, on va s'incruster sur le diapo. Enfin, les formats vidéo, il y en a pas mal.
La grosse transformation, qui n'est pas du tout une grosse transformation, c'est que on va avoir le cours segmenté en format de 10-15 minutes en général. Pourquoi ? Simplement, c'est pas qu'une question de concentration, c'est aussi une question de commodité. Souvent, les gens apprennent entre le repas du soir et Plus belle la vie ou n'importe quelle émission. Donc, vous voyez que si à chaque fois ils doivent retrouver où ils en étaient dans la vidéo, ils vont passer 5 minutes à retrouver l'endroit. Donc, c'est beaucoup cette granularité, c'est pas toujours nécessairement pédagogique, c'est aussi une simple question de pratique et d'usage d'Internet. Et finalement, il y en a qui vont prendre le cours magistral filmé comme ça, et dès que l'enseignant marque une pause, tac, on coupe. Et ça marche très bien. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de tout repenser au format 10-15 minutes. Mais la politesse vis-à-vis de ces usagers, utilisateurs, c'est de couper en tronçons. La correction automatisée, je vous donne un exemple de quiz qu'il y a sur EDX. On voit pas très bien, mais l'idée étant que la correction automatisée, souvent on stigmatise et on dit c'est mal, c'est basique, et on pense tout de suite quiz. La correction automatisée, en fait, ça peut aller très loin. Déjà, l'usage des quiz, c'est un art. Réussir à faire des bonnes évaluations automatisées et des bons quiz, c'est déjà un travail en soi extrêmement difficile. On peut aller beaucoup plus loin et on sous-estime complètement les potentialités. Ensuite, en termes d'évaluation automatisée, je pense que vous avez entendu parler des correcteurs automatiques de copie, ce qu'on appelle le traitement automatique de la langue. Enfin, l'idée, ça, c'est des outils qui existent sur edX d'ailleurs, et ils disent l'enseignant il corrige 100 copies assez différentes, et à partir de ça, nous, on peut extrapoler et corriger 100 000 copies. Il y a eu pas mal de débats sur la pertinence de ce type d'outil qui est relativement ancien en fin de compte, et ça a été appliqué dans un MOOC de sciences politiques et dans un MOOC de chimie sur EDX déjà. On manque de recul par rapport à ces technologies. Moi, je suis sceptique pour beaucoup de raisons, mais c'est une voie. Et vous avez aussi, bien sûr, tous les cours qui vont être de la programmation, ce qu'on appelle des correcteurs automatisés, c'est-à-dire des programmes qui vont être faits sur mesure, qui vont lire vos programmes et dire où il y a des erreurs, où c'est bien, où c'est mal. Et ça, ça peut aller très loin pour toutes les compétences qui impliquent de construire du code. Mais bon, ça c'est spécifique au MOOC de programmation. Après, là, l'objectif n'est pas de lire le contenu, c'est juste pour vous montrer un exemple d'une production faite par un apprenant du MOOC gestion de projet. C'est une carte conceptuelle. Alors, si vous arrivez à analyser de manière automatique la qualité de cette carte, je pense qu'on peut parler ensemble et faire du business, mais dans la réalité, c'est impossible. On est obligé de passer pour un certain nombre de compétences par des évaluateurs humains. Et c'était un des principaux verrous du MOOC, qui était l'interactivité à grande échelle. Donc la vraie solution par rapport à ça, c'est l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, ça signifie qu'à chaque fois que vous soumettez un devoir, vous en avez 3, 4, 5, 6 à corriger parfois. Alors c'est pas simplement, il y a plein de façons de faire de l'évaluation par les pairs. C'est pas simplement dire corrigez et mettez une note au devoir que vous allez recevoir. Il y a un vrai travail derrière de scénarisation. Le minimum vital, c'est donner un barème extrêmement précis avec des critères qui disent s'il y a ça, sur ce critère-là, tu mets tant de points. Et bien expliquer comment ça fonctionne, parce que souvent il y a des quiproquos avec les apprenants. Après, l'étape du dessus, c'est faire des corrigés types. C'est dire, je vous montre une petite vidéo de moi en train de corriger un devoir et j'explique pourquoi est-ce que j'ai mis telle ou telle note et pourquoi est-ce que là c'est une bonne note, pourquoi c'est une mauvaise note, sur tel critère, pourquoi ça va pas. Donc ça devient petit à petit une formation en fait au fait de corriger des copies. L'étape encore d'après, c'est ce qu'on appelle la calibration. Donc il y a la calibration a priori. Là, ça prend pas mal de temps. On va donner aux apprenants des copies dont on connaît les notes, qu'on a notées nous-mêmes, que l'enseignant a notées, et on va dire aux apprenants de corriger ces mêmes copies. Et après, on va comparer les notes qu'ils ont données sur tel ou tel critère aux nôtres, et petit à petit les faire tendre vers la notation par itération, les faire tendre vers la notation de l'enseignant.
Et enfin, vous avez le top du top, c'est si on rajoute en plus ce qu'on appelle la calibration a posteriori, c'est-à-dire que de manière insidieuse, on va glisser dans les copies qui corrigent des copies dont on connaît les notes, et après on va voir si c'est des gens qui surnotent ou qui sous-notent. Et petit à petit, après, avec un traitement statistique bayésien, enfin il y a un certain nombre de papiers là-dessus, c'est un vrai plaisir pour les docimologues, les spécialistes de la note, d'obtenir des notes qualitatives. Tout ça pour dire qu'il y a des méthodes pour rendre ça assez précis. Après, c'est pas dit, je suis pas persuadé qu'une note d'un examinateur professionnel soit nécessairement plus pertinente et plus précise qu'une note faite avec toutes les précautions qu'on a prises avec l'évaluation par les pairs. Alors si on prend aucune précaution, bien sûr, c'est du grand n'importe quoi et les notes n'ont aucune valeur. Mais si on prend un certain nombre de précautions, ça peut avoir de la valeur. Parce que chez les enseignants, il faut voir qu'il y a des effets de fatigue. Au bout de 50 notes, 100 notes, on note plus comme on notait à la première copie. Alors que là, la même copie va être notée 4-5 fois, mais en fin de compte, la charge de travail pour chacun est réduite. Après, bien sûr, les retours faits par les participants, même s'ils seront intéressants, ne seront jamais de la qualité de retour professionnel d'un enseignant. Et c'est en ça que de toute façon les enseignants seront jamais remplaçables par des MOOC. Jamais vous aurez des retours de qualité aussi professionnelle sur une production que par 4 ou 5 apprenants qui ne savent pas nécessairement plus que vous sur le sujet. Mais en fin de compte, à la limite ça ne nous gêne pas. Parce qu'on ne revendique pas nécessairement d'être meilleure validation qu'un enseignement fait par un enseignant avec une classe réduite. On est plutôt dans une optique de formation. Et on dit, l'évaluation par les pairs, c'est peut-être pas aussi précis, quand bien même ce serait pas aussi précis qu'un examinateur professionnel. Vous avez tout un travail de réflexion derrière, tout un travail de recul en fait qu'on prend par rapport à sa propre copie, aux copies des autres. Il y a une vraie formation à évaluer et on change de posture. Et en fait, en changeant de posture de celle de l'étudiant à celle de l'examinateur, c'est un vrai regard critique, c'est un vrai recul qu'on est en train de prendre. Et qui vaut largement entre guillemets, la perte de précision sur le plan de la validation. Donc voilà, ça c'est d'autres types de productions qu'on a eu sur le MOOC gestion de projet, je vais passer rapidement. C'est juste pour dire que voilà, c'est pas des choses qu'on pourrait analyser de manière automatique. On a vu un petit peu la question de l'évaluation. Maintenant, juste, je vais aborder la question de l'interaction entre vous et les participants. Alors le problème, c'est que si on reste sur le modèle à l'ancienne, entre guillemets, un étudiant a une question, il vous pose la question directement, on va avoir quelques petits soucis. Parce que vous voyez, si un étudiant a un problème, souvent il vous envoie un mail. Si 10 étudiants ont un problème, il vous envoie 10 mails. Mais si 1000 étudiants ont un problème, j'ai envie de dire que c'est vous qui avez un problème. Donc, il faut trouver des méthodes pour pouvoir contourner le problème. Alors, la méthode la plus simple, c'est tout simplement le forum, un outil extrêmement avancé, nouveau et récent. Sauf que, voilà, typiquement un forum de DX. Donc, ce que vous aurez si vous postez vos cours de Louvain là-dessus. Les forums, il faut trouver un juste équilibre entre je réponds à toutes les questions et je laisse la communauté répondre à l'ensemble des questions. L'intérêt du MOOC, c'est que déjà, enfin, il faut savoir que 98% des questions qui vont être posées sur les forums, il y a la réponse quelque part, et c'est juste que l'apprenant n'a pas fait l'effort d'aller chercher la réponse. Après, sur les 2% restants, il y a plein de questions où les autres participants seront pertinents et sauront apporter une réponse tout à fait valable et aussi bien largement que l'enseignant. Et en fin de compte, il va y avoir un certain epsilon de questions où il n'y a vraiment que l'enseignant qui pourra répondre. Et dans ce cas, il y aura des systèmes de vote qui permettront de faire remonter les questions les plus importantes à l'équipe pédagogique et signaler, et c'est là que l'équipe pédagogique peut intervenir. Alors concrètement, l'équipe pédagogique doit être présente sur ce forum pendant la durée du cours. Déjà pour répondre aux questions où il n'y a que elle qui peut répondre.
et aussi pour vérifier que ça part pas en vrille. Parce que les MOOC, c'est beaucoup de gens, et même s'il n'y a que 3-4% des 10 000 personnes qui vont vraiment poster sur les forums, 80% sont juste des observateurs passifs. Même s'il n'y a que 200-300 personnes, si on les laisse en roue libre et qu'ils commencent à devenir agressifs par rapport au cours ou pas contents, non, parce que vous avez des grognons, on leur donne un cours gratuit, on est là pour eux, on dépense tout, et enfin surtout en France, hein, ils auront toujours moyen d'être pas contents. Et je vous le dis parce que peut-être que vous allez être habitué à un public belge, mais quand vous allez lancer des MOOC en français, vous aurez aussi les Français. Donc il faudra gérer avec. Vous connaissez notre réputation. Donc voilà, il y a toujours un travail qui va être là d'animation et d'échange, et c'est aussi une certaine chaleur humaine. Hein. Ils apprécient de ne pas se sentir, s'il y a personne, s'il y a un abandon total de l'équipe, ils ont l'impression qu'ils sont perdus dans la cour de récréation, et il y a un moment où ils aiment bien aussi savoir que même si l'enseignant n'interagit pas nécessairement énormément et que c'est essentiellement les autres participants, il y a quelqu'un qui est derrière. Et bien sûr, les réseaux sociaux. Alors c'est un petit peu plus marginal par rapport aux forums. Les forums, il y a peut-être 5-6% qui vont poster, mais 80% des gens qui vont l'utiliser. Les réseaux sociaux, en fait, ça va être des groupes. Sur Facebook, sur Google+, vous allez avoir un fil Twitter, et des gens qui vont interagir là-dessus. Ça va être epsilon de la population. En général, on est entre 5 et 10% des gens qui sont inscrits qui vont aller sur les réseaux. Mais ces 5-10% sont les plus qualitatifs, sont être les gens qui vont apporter le plus de valeur ajoutée. C'est là qu'on va trouver les gens qui vont faire des contributions intéressantes. Et ouvrir des groupes dans les réseaux sociaux, ça permet d'avoir aussi des échanges plus informels. Le forum reste de manière générale assez formel. Pour tout ce qui est socialisation, les likes, les machins, et que je te partage le lien sur ça, ça c'est les réseaux sociaux qui vont être plus intéressants. Vous allez avoir des réseaux sociaux qui vont être utilisés comme LinkedIn de manière plus professionnelle pour créer des groupes professionnels. Ça, on voit que ça marche assez bien sur des cours type gestion de projet ou autre, tout ce qui intéresse le monde de l'entreprise. Et vous allez avoir enfin aussi des réseaux sociaux du type Meetup qui vont permettre des rencontres en face à face. C'est-à-dire que les gens ils vont se réunir. Vous organisez un MOOC, en fait c'est un événement planétaire. Et pour votre MOOC, vous aurez des gens qui iront vous serez là, vous le lancerez depuis Louvain. Vous aurez des gens quid à Dakar, quid à Ouagadougou, parfois à Shanghai. On a même eu des meet-up à Damas sur votre cours. Donc ça, c'est pas toujours. Il y a plusieurs types de cours. Il y a des cours qui sont basés sur les réseaux sociaux où vous les enlevez, vous n'avez plus de cours. Et vous avez des cours plus transmissifs qu'on va qualifier de XMOOC, souvent. J'ai pas trop voulu insister sur la distinction parce qu'après on entre dans des débats sans fin. Et où ces réseaux sociaux vont être un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc voilà, ça c'était juste une image de notre réseau social. Bon, excusez-moi, ça passe assez mal à l'écran. Où vous avez un groupe Google+, avec quelques milliers de personnes. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les interactions en direct, les événements en live sur Internet. Alors là, c'est Rémi Bachelet, le prof du MOOC gestion de projet avec qui on fait le MOOC, qui, une fois par semaine, va faire une interaction sur Internet. Il va se mettre sur Hangout et le poster sur YouTube. Et en direct, tout Internet peut y avoir accès. Et les gens, du coup, vont poster des questions sur des chats, sur Twitter, qui vont être remontées en direct à l'enseignant par l'équipe d'assistants qui est en bas. Et du coup, on va pouvoir faire l'interaction. C'est beaucoup moins efficace en termes d'échange qu'un forum, mais en termes de présence et d'animation, les gens ils sont très sensibles. Ils aiment voir, et souvent d'ailleurs l'enseignant il est chez lui. Là, Rémi met toujours un fond blanc derrière, mais en fait derrière il y a le salon, il y a les enfants, la télé. Donc ça permet de faire un échange beaucoup plus cordial et beaucoup plus de donner un petit peu une touche au MOOC. Donc voilà, ça c'était les exemples de Meetup, donc les MOOC francophones, et vous voyez en rouge les points où il y a eu des rencontres ou en tout cas des tentatives de rencontres durant le MOOC gestion de projet. Ça va pas être des milliers de personnes, qu'on se le dise, ça va être assez ponctuel, assez marginal.
Mais c'est le début d'un mouvement et c'est intéressant de commencer à... Symboliquement, c'est très puissant. Symboliquement, de dire, moi, des gens sont réunis autour de mon cours à Ouagadougou, à Dakar, c'est très intéressant sur ce que peut être l'avenir de l'apprentissage. Enfin, on termine le MOOC. Alors, il y a des gens qui vont avoir le certificat comme ça, mais il y en a qui veulent avoir une authentification. C'est-à-dire, le problème, c'est que les certificats, s'il n'y a pas de contrôle, on ne peut pas savoir qui a passé le certificat derrière, qui a répondu aux exercices. Vous connaissez la devise on Internet, nobody knows you are a dog. C'est exactement la même chose. Donc pour pouvoir valider un certificat, il faut valider authentifier l'identité. Vous avez plusieurs façons de faire. Alors, en présentiel, vous avez des centres d'examen. Alors nous, on travaille un petit peu avec l'Agence universitaire de la francophonie. Donc c'est une quarantaine de centres d'examen à travers le monde. Vous avez des entreprises comme Pearson, VUE, qui vont avoir 4000 centres d'examen. Donc il y a relativement possibilité de le faire. Après, vous avez de la certification à distance. Ouais, nous, on avait fait payer 30 francs, enfin 30 €, c'était juste pour tester à Dakar et Ouagadougou cette année. Donc ça marche assez bien. Mais ça va être relativement peu de gens en fait qui vont faire le déplacement parce que ça coûte de l'argent. Des fois les gens ils viennent de villages, enfin ils doivent aller jusqu'à la ville c'est assez compliqué. Et donc vous avez aussi la certification à distance avec des entreprises comme Proctor-U. Alors Udacity bosse avec eux, je sais pas Edix s'ils ont signé avec eux. Nous on a bossé avec eux. Et Proctor-U, c'est des entreprises qui, en fait, ils sont spécialisés dans le fait de prendre le contrôle de votre écran, de votre webcam, et d'organiser un examen assez sécurisé quand même. Par rapport à, c'est pas de la blague. Souvent, on croit qu'il y a toujours des moyens de tricher, mais souvent, ils demandent qu'il y ait des miroirs derrière pour vérifier qu'il y a personne qui vous souffle les réponses, que vous n'avez pas d'anti-sèche. Enfin, ça vaudra jamais une sécurité de centre d'examen. Mais en fin de compte, les gens sont assez sensibles et on a eu quelques personnes qui ont acheté des certifications à distance. Et c'est potentiellement une des sources de revenus, justement. Parce que Proctor-U ou les centres vont prendre de l'argent, mais après, c'est une source de revenus pour le MOOC. Donc nous, on avait joué sur des certificats entre 100 et 150 €. C'est cher, il y a peu de gens qui l'achètent. On va revenir dessus. Mais si vous avez 1% des 10 000 personnes qui vont acheter ces certificats, ça vous fait 100, 200 personnes, imaginons. 100, 200, bah vous multipliez par 100, 150. Déjà, hop, on voit les 20, 30 000 € qui peuvent entrer, et ça peut être une source de financement après. On en rediscutera. Après, une fois que le cours a eu lieu, il faut faire un petit peu un bilan sur qui on avait. Alors nous, on avait posé des questionnaires. On a eu, sur les gens qui sont allés au bout, on a eu des stats de 99% de réponses au questionnaire. Donc on sait très précisément, il n'y a quasiment aucun biais, quelle était notre population. Ça, par exemple, les ratios hommes-femmes, ça va beaucoup dépendre du type de cours. En fait, le public va dépendre du type de cours. Sur des cours sur l'écriture et la littérature, vous aurez beaucoup plus de femmes. Sur des cours sur la gestion de projet, la programmation, ça peut aller jusqu'à 95% d'hommes sur la programmation. Nous, on était à 2 tiers, 1 tiers. Et en fait, on va dire que c'est très très révélateur des statistiques qu'on a dans les filières traditionnelles à l'université. Donc on a presque en tout cas, on a les mêmes tendances entre ce qu'on a en ligne et ce qu'on a à l'université. Après, pour les participants, c'est autre chose encore. Là, vous voyez à droite les différents types de publics qu'on avait. Et en fait, il faut voir que les étudiants étaient minoritaires. On avait, hors public captif, parce qu'après, des étudiants ont été enrôlés de force dans nos MOOC à Centrale-Île. Hors public captif, vous avez peut-être 10-15%, 15-20% maximum d'étudiants. Il y a des MOOC qui disent qu'ils ont eu jusqu'à 25% d'étudiants. Mais c'est normal, les étudiants ils sont complètement saturés d'apprentissage, ils font ça toute la journée. Les étudiants qui en plus vont se former sont des étudiants assez marginaux. Donc soit c'est des passionnés, soit je sais pas, c'est des faillots qui voudront connaître mieux un cours. Non, mais j'en sais rien, mais c'est un public particulier. Il ne faut pas se croire que les MOOC sont à destination des étudiants. Et c'est ça, il faut le prendre en compte quand on va choisir le sujet du cours. Et donc on voyait que nous, 50% de notre public, c'était des cadres.
Donc 85% des gens avaient fini leurs études, 50% c'était des cadres et professions intellectuelles, donc des gens qui quand même avec un bon background, et ça a fait dire à beaucoup de gens, bon en fait les MOOC ça sert à des gens qui n'ont pas besoin, qui sont déjà super bien du point de vue social, enfin des CSP+. Sur le plan géographique, là on voit pas très bien, c'est la carte du monde, vous voyez la France, et croyez-moi, le cercle bleu en haut c'est la France, vous allez avoir une belle zone autour du Maghreb et une belle zone autour de l'Afrique subsaharienne. On va dire, je ne sais pas si j'ai les stats, là, oui j'ai les stats. On va dire que ça varie entre 60 et 80% de Français. Et après, ça dépend des MOOC, hein. Je ne sais pas, sur les MOOC belges, ben, vous aurez la surprise aussi. S'il y a plus de Belges que de Français, je serais surpris, hein, cela dit. Et du coup, vous avez peut-être entre un tiers et un quart qui vient d'Afrique, francophone bien sûr. Et après, vous avez un peu le Québec, etc. Après, on a fait une analyse sur la base de l'indice de développement humain. Vous voyez que peut-être les 2 tiers de nos participants venaient d'indices de pays à très haut développement humain, très haut IDH, France, Québec, Suisse, Belgique. Et vous aviez un peu plus d'un quart qui venait quand même de pays au plus bas indice de développement humain. Sénégal, Haïti, Côte d'Ivoire, Madagascar. C'est pas du tout négligeable. Chez les Américains, souvent, c'est plus de l'ordre de 5-10% sur les cours anglophones. Là, on est sur des 25% parfois, sans compter des pays qui sont à moyen IDH. Ça a un certain nombre de conséquences sur la façon dont vous gérez le cours. Ça veut dire que dans ces pays-là, la connexion Internet, elle n'est pas toujours excellente. Il faut prévoir des choses à télécharger, il faut prévoir une scénarisation adaptée aux problèmes de connexion Internet aussi. Et pas uniquement des activités qui vont être où il faut avoir la DSL et 50 Go. Après, voilà, on avait fait un peu le bilan démographique. On a fait un petit peu aussi le bilan en termes d'usage. On s'est rendu compte que souvent on dit oui, mais les MOOC, en fait, il y a 10% des inscrits qui ont la certification, donc ça veut dire qu'il y a 90% d'abandon. L'hypothèse 1 est vraie, enfin c'est un fait, il y a souvent entre 10. Nous, on était plutôt de l'ordre de 40% des inscrits, entre 30 et 40% des inscrits qui allaient au bout. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a 90% d'abandon. Ça veut dire que les autres usagers, il y en a une partie qui va abandonner, entre guillemets, qui va commencer la formation et s'arrêter, les décrocheurs, ce qu'on appelle. Ça existe. Nous, on les a représentés en orange. À partir du moment où ils avaient fait un quiz et qu'ils n'étaient pas allés au bout, on les avait mis là-dedans. Mais ils avaient beaucoup aussi de gens déjà qui vont cliquer, les no-shows, c'est-à-dire les gens ils vont cliquer, je m'inscris et on les reverra jamais. C'est-à-dire, ça varie entre, nous on avait 15% parce qu'on était sur un contexte particulier, ça peut aller jusqu'à 50% de gens, mais que jamais vous allez voir, ils sont juste inscrits virtuellement. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les auditeurs libres. Les auditeurs libres, c'est des gens qui vont... moi, je sais que je suis auditeur libre sur 60 MOOC. C'est impossible à des MOOC qui sont à 7-8 heures par semaine de travail de vous combiner, en fait. Il faut 30 heures par jour pour faire les MOOC. Il y a peu de gens qui arrivent à travailler autant. Et enfin, vous avez un public intéressant, c'est les gens qui vont aller jusqu'au bout de la certification. Alors eux, c'est les motivés. Nous, on avait fait, en fait, pour nous dire, on a vraiment une grande hétérogénéité dans notre public. Pas les mêmes motivations, pas les mêmes contraintes horaires. Donc on avait fait plusieurs tracks. Un track où il fallait juste regarder les vidéos, faire les quiz, autour de 2 heures par semaine. Et un track avancé où il fallait rendre des devoirs chaque semaine pendant 5 semaines. Et ces devoirs, c'était entre 6 et 10 heures de travail par devoir. Le temps d'apprendre à utiliser les outils, etc. Donc c'est quand même une belle quantité de travail. Et vous vous rendez compte que ça a fait quand même 12% des gens qui ont suivi ces tracks-là. C'est un peu les talibans du MOOC, quoi, les gens qui sont prêts à aller supprimer leur week-end 5 semaines d'affilée. Ils font une croix sur leur week-end pour pouvoir suivre la formation. Il faut voir que c'est intéressant d'avoir les deux. En fait, un niveau facile, ça permettra d'avoir suffisamment de personnes qui ne seront pas découragées et qui iront au bout. Et ça permettra aussi d'encourager les gens qui auront pris les parcours difficiles pour aller au bout, et ça permet aussi de donner de la valeur au MOOC. Parce que si c'est trop facile et tout est trop facile, les gens ne vont pas prendre le MOOC au sérieux. C'est important aussi de mettre des challenges, mettre des niveaux difficiles, le big boss en quelque sorte,
pour donner un petit peu du crédit et un peu de crédibilité à ce dispositif de formation. Et c'est pour ça que c'est important, c'est intéressant aussi d'avoir des parcours doubles qui permettent un petit peu de s'adapter à l'hétérogénéité des publics. Juste pour dire, après on peut faire un petit peu le lien entre le type d'utilisateur qu'on a et le comportement sur le MOOC. Et là, éventuellement, je vous renverrai, il y a des publications qui sont sorties sur le sujet, j'en ai fait une sur ce MOOC dans Lausanne, il y a une conférence là-dessus la semaine prochaine. Et ça sera en ligne. Alors juste pour réfléchir en termes de volume horaire de formation. Parce que souvent, on va entrer dans des délires. Waouh, le PFL, 1 million d'inscrits sur leur MOOC. Et c'est vrai, le PFL a 1 million d'inscrits. Après, il y a une redondance entre inscrits, mais c'est quand même impressionnant. Après, ça ne veut pas dire, c'est pas équivalent à une université d'1 million d'étudiants. Et il faut vraiment relativiser. Un certificat basique. Alors là, c'est sur le certificat avancé. Vous avez 10% des inscrits à peu près, des 14 000 inscrits, qui ont suivi le certificat avancé, qui était entre 40 et 50 heures de formation. Donc ça fait l'équivalent d'à peu près 56 000 heures de formation. Certificat avancé, vous avez un peu plus, 25% des gens, et c'est que 10 heures de formation au total. Donc voilà, si vous sommez l'un et l'autre, c'est autour de 90 000 heures de formation. Alors si on doit comparer ça à un système éducatif, un étudiant, c'est entre 1000 et 1500 heures de travail, en principe pour les étudiants sérieux, au cours de l'année. En fait, un MOOC de cette taille, là, 15 000 personnes, c'est à peu près égal à un département de 60 étudiants. Donc ça relativise beaucoup la taille et l'ampleur des MOOC. Mais c'est pas négligeable. Ça, c'est des petits MOOC, hein, quand même. 2 éditions, 15 000 personnes. Sur des MOOC de 100 000 personnes, et déjà, vous multipliez par 6, c'est peut-être l'équivalent de département de 300-400 personnes à l'année. Et là, tout de suite, ça devient un petit peu moins négligeable. Donc, c'est pas exactement, quand on somme tous les MOOC, hein, on dit il y a 8 millions d'utilisateurs, à peu près 9 millions. C'est pas l'équivalent, il faut comparer par rapport au nombre d'heures de formation finale. C'est pas non plus incroyablement important par rapport au nombre d'étudiants. Il faut relativiser et toujours compter en nombre d'heures de formation et pas en nombre d'inscrits. Je voulais juste une petite ouverture pour dire que les MOOC, c'est pas simplement de la production de la transmission de connaissances. Les MOOC, ça peut être aussi de la pédagogie par projet. Alors typiquement, vous avez la plateforme NovoEd, qui est une plateforme spécialisée dans les MOOC collaboratifs. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, vous allez sur le MOOC, vous allez proposer un projet. Alors ça peut être un projet sur tout, hein. Vous pouvez avoir des projets, nous on avait eu des projets d'éoliennes, de modélisation, de biotechnologie, et vous allez recruter des gens. Et pendant quelques semaines, vous allez monter un dossier de projet ensemble, réfléchir, brainstormer et produire quelque chose. Donc on est dans la production de savoir. Et comme ça, vous avez des équipes complètement hétérogènes qui vont se former. Vous avez des sujets complètement loufoques qui vont... Nous, on avait eu aussi des projets d'agriculture biologique au Burkina Faso. Et c'est hyper intéressant. Vous allez avoir une équipe entre Québec, Pays du Sud, Pays du Nord, une équipe mixte Québec, France, Burkina, et qui vont réfléchir ensemble souvent avec des compétences, vu qu'il y a un pool de compétences extrêmement variées, les gens viennent de tous horizons, vous allez pouvoir faire des équipes potentiellement pluridisciplinaires, pluriculturelles, pour pouvoir travailler sur des projets sur 5-6 semaines. Et après, pour être honnête, 60%, 80% du temps, ça marche pas, les gens n'arrivent pas à trouver le temps de travailler, le projet aboutit pas. Mais sur les 20-30% restants, parfois il y a des gens qui vont vraiment très loin dans cette dynamique, qui vont monter des startups ensemble, etc., etc. Donc ça, je regarde un petit peu l'heure où j'en suis parce que le temps passe. Ça, c'est pour dire, il ne faut pas se cantonner à la conception, à la transmission de connaissances, on peut aussi devenir producteur de projets. Ça, c'est le type de livrable qu'on demandait dans l'OST MOOC gestion de projet. Pour peu on mette des contraintes très strictes sur les livrables, on avait des dossiers qui faisaient parfois 50-60 pages à la sortie du MOOC. Donc ils avaient travaillé à 6 semaines, parfois à 10, et en cumulé, il y avait parfois dans certains projets 400 heures de travail. Donc c'est extrêmement intéressant. Une fois qu'on a fait ça, ça devient très difficile de retravailler autrement qu'en collaboratif, quoi.
Donc c'est pour dire que ça peut être exigeant et c'est pas simplement des formations au rabais, quoi. Deuxième type d'utilisation du MOOC qui commence à émerger et auquel on avait réfléchi il y a quelques temps, c'est ce qu'on appelle la Massive Open Online Research. Donc c'est l'amour ou la mort, c'est comme vous voulez. Donc c'est un concept de dire, sur les sujets où on peut faire de la recherche de manière collaborative, on peut, pourquoi être dans la transmission de cours, pourquoi être que dans le cours magistral, quand on peut faire non seulement créer des projets, mais créer du savoir par les participants. Et vous avez plein de disciplines où, avec un ordinateur, on peut faire de la recherche. On peut faire de la modélisation climatique juste avec son ordinateur et un PC. On peut faire de la génomique et de la protéomique simplement avec une bonne connexion, à condition de connaître les outils. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Et en fait, transformer la stupidité collective en intelligence collective, c'est un art. Parce que quand vous allez former la plupart des gens, il va falloir les former pour faire de la recherche de qualité, il va falloir les former pour leur apprendre à collaborer de manière... Il va aussi, au concepteur, être formé pour savoir comment est-ce qu'on anime, comment est-ce qu'on génère du savoir avec 1000, 2000 personnes sur un sujet donné. C'est très puissant. Vous connaissez sûrement Foldit, l'exemple des protéines qu'on replie en ligne et qui ont permis de résoudre des problèmes que sur lesquels les chercheurs avaient buté pendant des années. Dire qu'on va réussir facilement ça avec les MOOC, je pense qu'on n'en est pas là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra peut-être aussi détecter des talents qui ne sont pas nécessairement dans les universités, mais qui ont tout le cerveau qu'il faut pour faire de la recherche de très bonne qualité, pour autant qu'ils aient accès à des publications et qu'ils aient un minimum de formation. Donc ça a de l'avenir. Vous avez déjà sur Coursera des cours de l'université de San Diego en bioinformatique. Donc c'est pas un hasard, c'est des disciplines où on peut faire de la recherche avec son PC et qui sont en cours. Donc ça c'est une des perspectives qui existent en termes de recherche. Voilà, ça c'est la petite ouverture. Le lancement d'un MOOC en pratique. Alors du concret, de la gestion de projet. Déjà, bien choisir son cours. Si on veut taper dans le mille et avoir beaucoup de gens, c'est pas l'objectif de tout le monde. Il faut qu'on ait un cours à la fois généraliste, c'est-à-dire transversal, qui peut être appliqué dans plein de contextes, avec assez peu de prérequis et une forte visibilité de la plateforme. Sachant que le paramètre visibilité de la plateforme est pas toujours le plus important. Nous, on a nos établissements qui sont Polytechnique et Normal Sup qui vont faire des cours quand même assez pointus, avec des prérequis très élevés, mais ils se disent, on est sur Coursera, donc ça va marcher. Dans la pratique, ils vont avoir, sur les cours pointus, c'est quand même assez difficile de recruter. En particulier quand on est en français, où il y a assez peu de francophones sur Coursera, il faut être honnête, ou sur les MOOC. Et en fin de compte, la plupart des gens qui sont sur ces sujets-là vont pas se former de cette manière. Donc voilà, vous avez les cours de Polytechnique, là c'est une école à nous, je ne sais pas si vous connaissez. Alors nous on n'était pas sur Coursera parce que Central Lille n'avait pas été accepté par Daphne Koller, mais on avait choisi avec gestion de projet des cours transversaux. Tout le monde a besoin de gestion de projet, dans le public, dans le privé, à tous les échelons, et avec assez peu de prérequis. Et on a eu pas mal de monde, plus de 10 000 personnes sur la deuxième édition, ce qui est supérieur à ce que des collègues avaient fait sur Coursera, parce qu'ils avaient choisi des cours trop pointus. Donc c'est trouver le bon équilibre. Voilà, ça c'était nous, on était hors Coursera, on était sur une technologie qui s'appelle Canvas. Et enfin, vous avez le top du top, c'est poster sur Coursera un cours avec peu de prérequis et qui est très demandé. Vous avez le PFL, physique générale mécanique. Pour peu que vous le mettiez en anglais, vous pouvez atteindre les 50-60 000 personnes très facilement. Une fois qu'on a bien cadré le projet, qu'on sait qui on veut et pourquoi on le veut, eh bien, il faut entrer dans le cycle de production. Première chose, l'avant-projet. Vérifier qu'on a les ressources avant de se lancer. Parce que un MOOC qui échoue, c'est extrêmement dangereux. C'est ce qu'on appelle, on parle souvent de Massive Open Online Crash. Plus vous avez de personnes qui y sont inscrites, vous avez un MOOC de Georges Gatek sur justement qui s'était écrasé, qui était sur comment concevoir des cours en ligne. Alors donc cette enseignante, on l'a jamais revue une fois que
Ça m'étonne parce que parce qu'en plus quand un MOOC se crache, c'est dans les journaux. Enfin, quand vous ratez votre cours devant vos 40 personnes, vous ne serez pas dans Le Monde. Ou sur RTB. Mais ici, avec les MOOC, si. Et ça va faire le tour des blogs, des réseaux. Il y a des gens qui vont dire, au moindre crash, des gens qui vont dire c'est la fin des MOOC, ça marche pas. Enfin, donc, il faut être prudent. Hein, et bien vérifier qu'on a les ressources avant. Le recrutement de l'équipe. Donc, vous avez vu toutes les compétences qu'il faut. Il faut de la technique, audiovisuelle, de la technique de plateforme, il faut de la pédagogie, il faut de l'animation et du pilotage des cours. Et aussi, et surtout, il faut un enseignant qu'on a envie d'écouter. Donc le recrutement de l'enseignant et le choix de l'enseignant par l'université est crucial. Enfin, je ne veux pas dire, mais même avec DiCaprio, au bout de 3 heures, des fois on en a marre du film. Mais alors, imaginez, avec pas DiCaprio mal filmé pendant 14 heures, enfin, si vous arrivez à avoir les gens jusqu'au bout, c'est que vraiment vous avez un sex appeal. Bref, donc le recrutement à tous les échelons de l'équipe et de l'enseignant est crucial. Avoir un enseignant charismatique, c'est fondamental. Ça dépend en fait, mais sur les cours filmés, en tout cas, si la formation est basée sur les cours filmés, vaut mieux. La phase de conception, production du cours, donc là c'est 3-4 mois qui vont être vraiment dédiés à ça. Bêta test, ça c'est juste, souvent il est inclus dans la phase de conception, c'est juste de dire, quand on lance un MOOC, c'est comme quand on fait de la plomberie, avant d'ouvrir les vannes, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Donc c'est la même idée mais avec l'information, c'est-à-dire on fait passer quelques étudiants sur le cours, souvent avant de le lancer, de l'ouvrir. Dans la pratique, souvent on skip cette phase et on croise les doigts. Mais c'est mieux. Promotion et lancement. Prévoir bien parfois 2-3 mois où le cours est annoncé. Ça permet d'avoir suffisamment de monde à l'inscription. Dans les faits, les inscriptions grimpent à l'ouverture du cours et pendant le cours, mais c'est important d'avoir une phase suffisamment importante avant. Et il ne faut pas hésiter à pas se cantonner à la promotion faite par le portail, quitte à aller titiller un peu les médias, aller bloguer, aller trouver tous les moyens possibles et imaginables pour trouver votre cible. Donc ça c'est du web marketing, ça dépend, c'est au cas par cas. Pilotage et animation du cours, les 5-6 semaines que vont durer le cours, et après analyse et bilan. On fait un post-mortem du bilan, enfin on fait tout le travail démographique, tout le travail des usages pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Parce que le truc c'est que toute la puissance d'Internet, tout ce qui se passe en fait c'est très souvent invisible. Et c'est dans les données que vous voyez si vous avez eu 10 000 personnes actives ou 500 personnes actives. Donc il faut aller faire tout ce travail d'analyse de données qu'on fait avec un certain nombre de chercheurs pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Ça c'est juste pour... essayez pas de lire ce que vous voyez. Enfin, de toute façon on voit pas bien. Hein. Je pense que vous y arriverez pas. Hein. C'est juste une image pour dire, voilà, ça c'est un Gantt de la conception d'un MOOC de A à Z qu'on avait étalé là sur quasiment 1 an. Et le pilotage du cours, alors là c'est plus embêtant si vous ne voyez pas, bon, il y a une petite bande rose qui est apparue, c'est les 4-5 semaines que dure le projet. Après, il y a des MOOC plus longs, hein, il y a des formats, en fait les MOOC, c'est d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, ça va entre 4 et 14 semaines. Moi je préfère les formats courts, parce qu'on a un décrochage au bout d'un moment et c'est difficile d'avoir une communauté active sur 14-15 semaines. Et donc sur cette courte période, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail en amont qui varie entre, on va dire, 2 mois pour les gens qui font tout à l'arrache et 6 mois pour les gens qui sont un petit peu prévoyants. Là, c'est des images qu'on avait mis dans un dossier de financement pour dire les coûts associés à la conception d'un MOOC. Vous voyez que vous avez à peu près beaucoup de gestion de projet, pas mal de travail bien sûr sur la conception des cours magistraux et sur la conception des évaluations et des activités en général, et pas mal de travail de communication et de community management, d'animation de la communauté. Donc au total, là on avait chiffré, c'est en journée homme de 7 heures. Donc là c'était des bons chiffres, hein, mais c'était entre 500 et 1000 heures de travail au total, toute l'équipe confondue. La bonne nouvelle, c'est que quand une édition s'est stabilisée, les coûts chutent. On a beaucoup moins de gestion de projet à faire.
On a beaucoup moins de travail sur les évaluations et les cours magistraux. Bien sûr, d'une édition sur l'autre, il y a des améliorations à faire, c'est normal, mais le travail est quand même relativement réduit. Alors, vous avez des frais de fonctionnement liés à la com et au community management qui vont être à peu près constants. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut diviser par 2 à 3 les coûts d'une édition sur l'autre. Donc ça veut dire qu'un MOOC qui va vous coûter entre 50 et 80 000 euros à concevoir dans un premier temps, il vous coûtera peut-être que l'équivalent de 15-20 000 euros sur les rééditions. Et ça veut dire que quand un MOOC est bien stabilisé, vous pouvez avec 1 ou 2 doctorants maintenir une communauté mondiale de 50-100 000 personnes. Donc là, on commence à devenir un petit peu rentable. Mais bon, ça c'est sur les cas extrêmes. Mais même si vous avez, entre guillemets, des MOOC qui sont de taille relativement modeste, ce qui est le cas des MOOC francophones, avec 10-15 000 personnes, 10-15 000 personnes et éventuellement 1 ou 2 doctorants, ça fait peut-être 10 000 euros coût chargé. Excusez-moi d'être sur les questions des sous-sous, mais je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête. Donc voilà, imaginez 10 000 euros de coût chargé pour 10 000 personnes. Ça fait 1 euro la formation par étudiant sur 2 mois. C'est pas si cher que ça. Même si on ne paye pas. Et ce que je veux dire, c'est que vous aurez aussi, tout au long du MOOC, dans la phase de pilotage, ce sera une charge qui est variable. Vous voyez qu'en fait, vous allez avoir des participants qui vont décrocher très rapidement et petit à petit avoir un pool de participants actifs. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer la phase d'animation. Vous avez toujours un taux de perte, c'est inévitable. C'est rare que le nombre de participants et de personnes actives augmente au fur et à mesure de MOOC. L'important, c'est de ne pas en perdre trop. Ça peut, on en discutait tout à l'heure avec Marcel, ça peut avoir d'autres figures. Il y a aussi la figure des dents de scie. Enfin, il y a un certain nombre d'usages. En termes d'équipe, il faut 3 choses. Il faut que ça soit une équipe qui soit compétente sur le domaine où elle se positionne, bien sûr. Une équipe motivée, une équipe qui a le temps disponible. C'est pas toujours évident de trouver les 3 critères. Alors, en ligne, vous avez mon guide du MOOC que j'ai rédigé au nom de France Université Numérique, avec un certain nombre, en fait, ça n'a pas été fait tout seul, il y a un certain nombre d'acteurs français du MOOC qui ont participé. Vous en avez plein d'autres, des très bien. Vous avez des livres blancs faits par des startups de UNO. Vous avez aussi plein de ressources faites par les Suisses. L'UNIGE, donc Genève, a fait des choses. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir un peu plus. Je regarde où j'en suis, peut-être encore 10-15 minutes sur les enjeux stratégiques. Alors, comment est-ce qu'on va répondre en Europe? Vous voyez que le rouleau compresseur américain est en marche. Comment est-ce que les Européens vont s'organiser? Tout le monde va répondre de manière très différente. Lausanne, les Suisses, c'est surtout Lausanne qui est meneur, ils ont dit nous, on ne va pas développer une plateforme, on va sur Coursera, on a les moyens, le prestige, on va sur Coursera et EDX, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur argent, les Suisses. Donc, ils vont développer plein de cours. Eux, ils visent vraiment la méga université. Ils disent, nous, on veut 1 million d'étudiants. C'est simple, vous faites 20 MOOC à 50 000 personnes, ça vous fait 1 million, le calcul est vite fait. Et ils en ont encore des dizaines et des dizaines dans les tuyaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fin de compte, les rapports de force avec le numérique sont complètement modifiés. Le fait qu'on puisse multiplier l'information à l'infini, ça veut dire que c'est pas nécessairement le nombre d'euros que vous mettrez dans le programme, et Dieu sait si en France on met des euros dans les MOOC, c'est aussi votre capacité à attirer des gens. Et 1 million d'utilisateurs sur les cours de PFL, c'est considérable. Et ça veut dire que la Suisse peut être beaucoup plus puissante. Un établissement suisse peut être beaucoup plus puissant que l'ensemble des établissements français réunis. Ça en dit long sur le pouvoir du numérique et du MOOC. Et vous avez aussi Louvain, vous avez 4 cours sur EDX, dont le premier commence lundi prochain, si je ne m'abuse. Et donc voilà, vous allez en fait avoir Catholique Louvain qui va avoir beaucoup plus qui vont avoir quasiment autant d'inscrits que nous chez France Université Numérique. Ça c'est intéressant, on va en reparler de la réponse française. Donc en signant avec les Américains. Au début de l'année,
on avait quelques établissements comme Central Paris, Polytechnique, Normal Sup, donc nos établissements entre guillemets de prestige qui avaient signé avec Coursera. Ça avait fait un petit peu le buzz. Ça n'a pas plu à tout le monde et en fait c'est remonté jusqu'au Premier ministre. C'est assez amusant que, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on disait. Vous faites un cours et le Premier ministre est au courant. C'est chaud, hein, comme. Enfin, ça remonte pas jusqu'à Obama, hein, mais c'est intéressant de voir les impacts médiatiques et politiques des MOOC. Et vous avez les Chinois aussi, donc pas mal d'universités, Taïwan, Pékin, je crois, qui étaient allés sur Coursera. Le problème, c'est déjà, il y a plein de problèmes à aller sur les plateformes américaines. Déjà, il y a le problème de l'argent. Pour le moment, l'essentiel des MOOC sont gratuits, mais il y a un certain nombre de MOOC sur lesquels on peut payer pour avoir un certificat. Quand vous regardez les 6 millions d'utilisateurs de Coursera, imaginons que 1 million ait obtenu un certificat non authentifié, et vous avez, je crois, 30 000 personnes, c'est l'ordre de grandeur, qui ont payé pour avoir des certificats. C'est 0,5% à peu près. Donc c'est vraiment ridicule. Si vous considérez que sur Coursera prend plus de 80% des revenus. Sur EDX, ils prennent les 50 premiers milliers de dollars plus 50% des revenus. Si vous arrivez à faire de l'argent avec un MOOC, c'est que vraiment vous êtes fort. Donc c'est intéressant déjà d'avoir la maîtrise de ces technologies pour des simples questions de captation des revenus. Après, bon, pour le moment, les MOOC sont gratuits, mais vous avez des modèles comme ça qui commencent à apparaître sur Coursera avec des spécialisations. Et c'est l'accès au cours est payant, et là c'est 50 $ pour quelques semaines de cours. Donc là on sort du format MOOC, même si c'est la même technologie exactement qui est utilisée. Voilà, nous en France on voulait, donc il y avait deux choses, il y avait la question de l'argent, et il y avait la question de dire Coursera choisit les heureux élus qui ont le droit d'entrer sur leur plateforme. Et ça fait un petit peu mal aux Français, mais vous savez qu'on a un ego un peu, de se dire, c'est un fonds d'investissement comme KPCB qui va dire si moi j'ai le droit d'enseigner ou pas. Ça a fait un peu mal, quoi. Du coup, à partir de juin, la ministre a décidé qu'on aurait une plateforme française. Et on a commencé à regarder les solutions open source, parce que là, si on commençait à développer tout depuis zéro. Alors il faut voir que le MIT avec 60 millions et 22 mois, ils étaient encore sur un truc en chantier. Il faut voir que les solutions diverses et variées qu'on avait n'étaient pas... c'était pas possible. Et on a eu une grosse pression, gros coup de pression et bataille dans la presse avec les lobbies des SS2I qui ont dit pourquoi est-ce que vous avez choisi une solution open source, vous n'avez aucun contrôle sur la techno. Il y a pas mal de choses qui sont vraies et le choix d'EDX n'est pas un choix parfait. C'est une technologie qui est quand même très jeune, même si elle a beaucoup d'avenir devant elle. Elle reste très jeune et parfois en régression par rapport à des technologies plus anciennes comme Canvas. Et voir si on veut faire de l'interaction, vous connaissez Claronian Connect qui est développé par Lyon et Louvain, sûrement, et qui permet de faire beaucoup plus d'interactions que ne peut faire EDX. Bref, EDX a été choisi pour le pire ou pour le meilleur, et on a lancé notre programme France Université Numérique. Et là, vous avez des cours qui ont commencé pour les premiers il y a 2-3 semaines. Donc voilà, on a un mouvement qui est à l'œuvre en France, et EDX a été installé aussi par donc la plus grosse université, une des plus grosses universités chinoises, et vous avez pas mal de plateformes qui sont en train d'émerger à travers le monde, d'émerger à travers le monde, basées sur le code d'EDX ou non. Vous avez les Britanniques, alors ça oui, c'est juste pour dire qu'il y a même des petites boîtes, des startups, des grosses boîtes qui vont installer EDX pour lancer des cours. Donc ça, c'est un phénomène qui est mondial. C'est pas simplement cantonné aux grandes universités publiques. Là, vous avez des cabinets de conseil et tout qui vont lancer des MOOC et des choses comme ça. Vous avez des startups qui vont développer elles-mêmes le code. Là, à gauche, vous avez l'OpenCourseware, Open Classrooms, qui est ex-site du zéro. Je ne sais pas si vous avez essayé d'apprendre l'informatique en ligne. Vous connaissez tous le site du zéro. Ils ont muté, ils sont devenus entre guillemets une plateforme de MOOC. Vous avez à droite la start-up allemande Iversity, qui s'est spécialisée dans les MOOC.
Les Espagnols, c'est une banque et un opérateur téléphonique qui ont lancé Myriada et donc qui vont accueillir les cours. C'est hyper intéressant de voir comment le MOOC va être révélateur de tout ce qui se passe dans un pays et comment ça fonctionne. Et si vous allez en Espagne de temps en temps, où la privatisation là-bas est partout. Ils vont jusqu'à privatiser des noms de stations de métro. Maintenant, c'est Plaza del Sol, Vodafone. Là, c'est exactement la même chose dans l'univers du MOOC. Vous avez une banque et un opérateur qui vont contrôler ça. Et les Britanniques, fidèles à eux-mêmes, donc l'Open University britannique, très connu, qui a plus de 200 000 personnes à travers le monde, 200 000 étudiants à travers le monde. Ils ont lancé une start-up dont ils détiennent le capital, qui s'appelle FutureLearn et qui est fonctionnelle depuis quelques mois. Et eux, ils ont tout redéveloppé de zéro. Donc voilà, ça c'était vous faire un petit panorama de ce qui se passe un peu en Europe sur le plan stratégique et que vous avez des initiatives un peu partout, à droite, à gauche. J'aimerais terminer par l'initiative de Google qui a aussi repris le code de DX et qui lance le projet MOOC.org qui devrait, s'ils tiennent leur promesse, être disponible en juin 2014, dans moins de 6 mois. Ça, MOOC.org, c'est le YouTube du MOOC. Ça signifie que n'importe qui pourra lancer son MOOC. Donc monsieur et madame Michu pourront lancer un MOOC d'ici 6 mois. Ils pourront faire des cours. Après, on se pose tous la question. Ce type de plateforme marketplace, ça existe déjà. Hein. Il y a des plateformes comme Udemy. Ça n'a jamais vraiment cartonné. Est-ce que le format MOOC, est-ce que la force de Google pourront changer un peu les choses? C'est une grosse interrogation. Ça sera certainement pas sur les cours de physique quantique qui vont battre Harvard, mais il y a toute une autre gamme de cours sur le bricolage, sur machin, sur le traitement des puces chez les labradors à poils longs. Ça sera certainement pas Harvard qui les feront ces cours-là, où ils sont pas plus pertinents que d'autres. Donc c'est intéressant de voir comment on va avoir différents marchés entre guillemets qui vont comment le marché va se segmenter. Très important. Une petite pression de ne pas confondre la plateforme où il y a une technologie derrière, il y a des serveurs et ce qu'on appelle un portail. Parce qu'en Europe, on nous parle beaucoup de l'Europe et l'Europe a fait des grandes déclarations sur les MOOC, fait venir des journalistes de l'ensemble de l'Europe pour annoncer qu'ils avaient fait Open Apped. Alors je suis assez critique vis-à-vis de ça parce qu'en fin de compte, déjà vous voyez à gauche c'est moche. C'est juste pour répertorier des MOOC. Alors répertorier des MOOC, moi, mon petit frère de 8 ans, je suis sûr qu'en 2 jours il arrive à faire un site à peu près pareil. Donc c'est un portail unifié d'annonces. Alors comme on est un petit peu vicieux dans l'équipe du MOOC gestion de projet, on avait fait annoncer notre cours sur le portail avec un dénombreur de clics. Donc on a eu 3 clics de ce portail. Donc, mais par contre il y avait eu les déclarations de la communauté européenne, de machin. Bref, tout ça pour dire les métiers du web et le top-down, ça fait pas toujours bon ménage. Un autre type de portail qui a vu le jour et qui inclut Catholique Louvain, et c'est plus à l'origine, je crois, un projet de Normal Sup, c'est de dire on va faire un journal scientifique des MOOC et on va s'évaluer les MOOC les uns des autres et faire en quelque chose un portail dans lequel on va voir les MOOC de meilleure qualité, parce qu'il y a beaucoup d'établissements comme en France qui ont beaucoup de mal à se dire qu'ils vont être mélangés avec d'autres établissements. En France on est un petit peu comme ça, c'est un peu de l'entre-soi. Le problème c'est comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un MOOC, sur la base de quels indicateurs. Après plus d'un an, quasiment 1 an et demi de travail sur les MOOC, je suis pas sûr d'avoir une réponse. C'est quoi la neutralité? Parce que si on évalue ses propres cours et qu'on est les seuls à les évaluer, il y a comme un petit souci en termes de peer review. Et c'est quoi l'intérêt en fait? Bon, je suis un peu m'en voulez pas, je suis un peu critique sur ce genre de choses parce que l'intérêt d'un portail, c'est intéressant si ça ramène du trafic. Le problème, c'est que le portail s'appelle Océan Flow. Et parce qu'on a voulu le traduire en français. Ça sert à quoi un portail qui n'a pas de trafic? Peut-être qu'il peut y avoir un intérêt derrière, de médiatisation, de discussion, de débat sur ce que c'est la qualité d'un MOOC. Mais en tout cas, il n'y aura aucun intérêt sur l'aspect trafic. Terminer juste sur l'impact sur la pédagogie. Les MOOC ne remplaceront jamais l'université, tout le monde est d'accord là-dessus et on préfère éviter les débats. Mais par contre, la notion de classe inversée est très importante. C'est dire, on ne va pas remplacer le prof, mais ce qu'on va dire, c'est on va demander aux participants de suivre le cours
en ligne, MOOC, et on va faire des groupes de travail. On va rajouter beaucoup plus d'interactions. C'est-à-dire que l'enseignant ne délivre plus le cours magistral, soit il passe beaucoup de temps à le mettre en ligne et il va changer de rôle, soit il va prendre le cours d'un autre enseignant, pourquoi pas, tant que c'est pas imposé, parce que quand c'est imposé, c'est catastrophique. Mais ça peut se faire. Je veux dire, quand un enseignant va donner une biblio, il ne donne pas uniquement sa biblio. Il y a un moment où il va dire les livres tel auteur. C'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, donc ça, je l'ai repris de l'EPFL. Donc c'est pour ça que c'est en anglais. C'est une présentation qu'ils nous avaient fait. Et ils avaient dit, bon bah maintenant, ça change le métier du prof. Le prof devient beaucoup plus dans l'interaction. Il devient en quelque sorte un mentor pour ses élèves. C'est pas toujours des... D'ailleurs, vous avez les cycles sur la pédagogie inversée. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est pas évident la transformation de comment est-ce qu'on fait, quoi. Parce que franchement, ça change vraiment. Il y a des cours, il y a des profs qui sont déjà habitués, qui ont vraiment cette notion d'interaction pour laquelle c'est une transition qui paraît extrêmement violente. Mais en France, où on est dans une culture extrêmement hiérarchisée, passer de cours magistral à animateur, ça pose des problèmes. Le risque derrière ça, c'est qu'en fait on est une sorte de néocolonialisme intellectuel, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a une colonisation. En fait, si tous les cours de qualité sont américains et qu'on commence à intégrer des cours américains dans nos cursus, on l'a vu chez nous à Grenoble École de Management, qui a intégré un cours de Udacity dans son parcours, c'est le début d'un phénomène qui est potentiellement dangereux. C'est-à-dire, il n'y a rien à dire. Le cours de Steve Blank sur la création de start-up, il était excellent. Donc c'est normal qu'il l'ait choisi. Le problème, c'est que si ça continue à s'amplifier ce mouvement, on va avoir une forme de colonisation de nos systèmes éducatifs par des cours américains. Donc le soft power américain, ça pour le coup, c'est très dangereux, parce que on perd le contrôle sur notre appareil de formation. Et le pire, c'est que j'apprécie énormément les cours des Américains, je les trouve souvent extraordinaires. Mais c'est pour ça que ça nous challenge un peu, ça nous dit, bon, en Europe, il faut qu'on commence à avoir une vraie production de qualité si on ne veut pas avoir une sorte si on veut lutter contre l'impérialisme culturel des Yankees qui font vraiment du bon travail. Et j'ai envie de dire, d'autant plus, c'est d'autant plus dangereux. Donc voilà, ça c'est juste le mot de la fin pour dire faites des MOOC et faites des bons MOOC, et ça permettra d'avoir une vraie diversité. Et même si jamais on n'aura jamais la diversité qui existe dans les classes en ligne, au moins éviter qu'on ait un déséquilibre trop important au profit de l'appareil de formation américain. Voilà, merci de votre attention. On a à peu près 25 minutes pour les échanges. Alors, l'objectif, c'est de réduire le temps de travail du prof au strict minimum, parce qu'il ne faut pas le dégoûter, il ne faut pas le mettre sur des tâches où d'autres pourraient le faire. Pourquoi ? Parce qu'après, s'ils voient que le MOOC leur prend 30% de l'année, ils commencent à être plus réticents pour réexpérimenter de nouveau. Donc l'enseignant, il doit préparer un cours, préparer les diapos, s'entraîner chez lui avant d'aller à la salle de captation pour être le plus fluide possible. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il bégaye, il ne faut pas qu'il hésite, il faut qu'il arrive, qu'il connaisse, qu'il maîtrise son cours, que ses diapos soient de qualité. Le reste des choses, on peut le déléguer. La technique audiovisuelle, il peut y avoir un service pour ça. L'animation, nous, on le met souvent à des doctorants ou même parfois des étudiants qui vont s'occuper des forums. Souvent, c'est des gens qui sont en Master 2 ou en doctorat. Et éventuellement, lui mettre des assistants pour la pédagogie. Je sais que, en tant que doctorant, j'ai aidé des enseignants à concevoir certains aspects. Par exemple, nous, dans un MOOC de stats qu'on fait avec l'Université Paris-Sud, on a 2 doctorants pour réaliser les exercices, un doctorant pour la gestion de projet. Donc voilà, décharger au maximum les enseignants à travers une équipe. Parce que l'enseignant cavalier seul, il le fait une fois, il est épuisé après. Oui, ça se gère. Alors après, il faut trouver le juste équilibre entre être tyrannique et supprimer tous les postes. Alors moi, je sais qu'au début, il y avait des blagues vaseuses. Alors je fais, bon, est-ce qu'on supprime ou pas ? J'ai supprimé, c'est la censure, machin. Et après, on avait beaucoup de gens qui venaient faire leur pub
Parce qu'il y a du monde, mine de rien, qui regarde sur les réseaux sociaux, qui vont essayer de vendre leur scooter, enfin, il y a des gens qui ont trouvé des lieux, mais vraiment pas appropriés. On avait tel marabout qui disait « Moi, je suis marabout au Togo, appelez-moi, machin. » Vous êtes obligé de modérer un peu, parce que là, au bout d'un moment, ça devient plus un cours. Il faut juste empêcher il faut trouver un juste équilibre. C'est très difficile, c'est au cas par cas, c'est au feeling individuel, quoi. Alors, le taux d'abandon, il faut vraiment pas avoir peur des... Alors déjà, il faut vraiment relativiser et dire qu'il y a plein d'auditeurs libres qui sont là juste dont l'objectif n'est pas d'aller au bout du cours, et quasiment, si vous mettez ça dans les questionnaires au début, ils vous le diront, j'ai aucune intention d'aller au bout du cours. Donc, il faut pas s'inquiéter s'ils sont là, c'est la dynamique du web, hein. C'est du bottom-up, vous avez aucun contrôle là-dessus. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des chutes liées à la qualité aussi, hein. Il y a la question, c'est un dispositif de formation ouvert, et la question... si le cours est mauvais, on a une fuite importante des effectifs. Donc oui, ça, quand quelqu'un a déclaré « je veux aller au bout du cours » et qu'on les voit décrocher, là on peut s'inquiéter un petit peu plus. Ce qu'on fait aussi, c'est beaucoup de suivi personnalisé. Alors comment on fait du suivi personnalisé sur 2000 personnes? Avec enfin c'est pas les big data d'ailleurs, c'est simplement on regarde les analytics, on regarde est-ce que vous avez les devoirs en retard, machin, et après on peut faire des catégorisations et envoyer des mails personnalisés par catégorie d'utilisateurs. Tiens, 27% de la population a été en retard de 3 jours, on leur envoie un mail, oh vous avez 3 jours de retard, après ils répondent, mais comment vous savez? Enfin, ils croient qu'on regarde derrière chaque compte, mais non, c'est juste qu'on fait Et comme ça, pour 4-5 catégories, on peut envoyer des mails personnalisés, faire un peu de suivi personnalisé de masse. C'est un concept. C'est complètement certain qu'il y a une vie après et une vie avant le MOOC. Et une vie avant, une vie après, en fait, c'est d'ailleurs l'autre sens. C'est de dire, oui, c'est sûr qu'une fois qu'on a vécu cette expérience, on ne voit plus du tout la pédagogie de la même manière. Ça ne veut pas dire que c'est toujours des bonnes expériences, c'est des expériences qui sont parfois très dures, mais ça fait vraiment réfléchir sur quelle va être la société de l'information. On est vraiment beaucoup trop dans une culture de l'apprentissage par cœur, et de dire, bon, on va ingurgiter des cours sur 4-5 ans, et après vivre sur notre bagage tout au long de la vie. C'est pas possible. Ça peut pas être le rôle de l'enseignant dans l'université du futur. Ça ne peut pas être le rôle de l'enseignant parce que maintenant on a besoin d'apprendre tout au long de notre vie. Les connaissances sont souvent obsolètes au bout de quelques années dans beaucoup de disciplines. Et donc de changer notre pédagogie, de changer le rôle de l'enseignant, de changer le rôle de l'université au sein de la société, c'est absolument fondamental, et que l'université ne... Voilà, moi c'est pas que la question pédagogique, c'est aussi la question, en fait, une question sociétale de quel est notre rôle en tant qu'enseignant-chercheur, quel est le rôle de l'université au sein de la société. Et le MOOC, ça alimente un peu ces réflexions. Et vraiment, c'est exactement ça. On était dans une phase artisanale, d'expérimentation, d'investissement. On est en train d'avoir une vraie structuration, une filière du MOOC qui est en train de se mettre en place, avec des entreprises spécialisées dans la conception de MOOC, avec qui on travaille en France. Vous avez aussi la question de est-ce qu'on va mettre des acteurs professionnels ou des enseignants à la place des profs. Moi je dirais, si le prof est bon, il faut mieux mettre le prof parce qu'après on a des problèmes de légitimité du savoir. Et cette question d'ailleurs, elle avait été déjà posée au niveau à l'époque de la télé éducative il y a 20 ans. Et c'est difficile d'y répondre. Entre un bon acteur et un mauvais prof, je choisis le bon acteur personnellement. Mais de savoir si DiCaprio fera le prochain MOOC, je suis sceptique. Par contre, les grandes stars, elles s'y mettent, parce qu'il y a une question d'ego aussi, parce que là, elles sont un peu challengées, les grandes stars d'ailleurs en ce moment. Mais voilà, une grande star qui fait un MOOC, vous avez Steve Blank, serial entrepreneur à la Silicon Valley, il a fait des MOOC là avec Udacity et ça a cartonné. C'est sûr que ça, les Américains, ils sont très professionnels là-dessus, quoi. Mais ils ont plein de défauts aussi, hein. Il faut pas désespérer en Europe, hein. On a du potentiel. Mais on sous-estime un peu notre potentiel, je trouve. Et on ne l'utilise pas à plein. Tout à fait. En fait, ça va surtout... c'est les dynamiques du web. La globalisation sur le web, ça implique... alors le slogan des anglo-saxons, c'est « the winner takes all ».
Donc ça veut dire que the winner takes all, le gagnant remporte tout. Donc vous allez avoir c'était une des prédictions faites par les fondateurs des MOOC de dire vous aurez quelques grands établissements et peut-être qu'en 2050 vous aurez plus que 10 établissements qui feront de l'enseignement encore. Là, je trouve ça très dangereux comme logique. Et c'est vraiment pour ça que je suis un activiste du MOOC, c'est de dire si on laisse quelques acteurs dominer le marché, vous aurez peut-être 2-3 MOOC par sujet. Après, il pourrait y avoir des diversifications et des niches de plus en plus fines qui restera occupées. De toute façon, le nombre de niches est incroyable. Jamais on aura des MOOC sur toutes les compétences possibles et imaginables. Donc, il restera toujours de la place. Mais il y aura des MOOC à forte niche. Vous prenez le MOOC gestion de projet, un MOOC sur la gestion de projet. Ça va être une guerre entre MOOC. Bon, après, vous pouvez jouer sur la temporalité. Il le lance au printemps, vous le lancez à l'été. Des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, ça va saturer. Donc, au bout d'un moment, on va avoir une sélection naturelle qui va se mettre en place. Et même, à mon avis, la sélection naturelle ne va même pas se faire entre les cours existants. Elle va se faire a priori, pas a posteriori. C'est-à-dire, les gens ils vont se dire, pourquoi est-ce que je lancerai un MOOC sur ce sujet? S'il y a déjà un MOOC qui existe, je risque de me prendre un flop. Donc là, il y a un avantage au premier arrivant qui est très fort et une domination psychologique des Américains qui commence à être un petit peu envahissante. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se restreindre, il faut aller au contact. Moi, je pense, il faut se dire, bon, mais les Américains sont dessus, on le fait différemment, on le fait mieux. C'est ça aussi le challenge, c'est ça aussi la compétition pour la qualité et dire, on ne va pas laisser les Américains nous expliquer tout. Enfin, je suis un petit peu dans la position de l'Européen. Je trouve ça bien qu'ils aient impulsé la dynamique. Je trouve ça dangereux qu'ils la maintiennent et qu'ils aient l'hégémonie. Tout à fait. C'est un petit peu l'exemple du livre où en effet vous avez 2-3 livres de référence sur un sujet donné. Le souci, c'est que ça peut être utilisé comme ressource par les enseignants, mais l'essentiel de l'usage du MOOC, c'est extra-institutionnel. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas à l'université, c'est des gens qui sont au travail. Donc pour ces gens-là, ils l'utilisent comme une formation et pas uniquement comme une ressource. Et c'est sur ce public-là qu'il faut éviter d'avoir une domination totale des Américains, je pense. Alors après, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on appelle les diplômes universitaires à distance. Ça existait, c'était antérieur au MOOC. En France, on en avait déjà plein. Et beaucoup, justement, c'est marrant que vous citiez les coûts de l'infirmière, c'est parce que c'est beaucoup développé dans le milieu paramédical. C'est intéressant. C'est pas du tout la même problématique. Ça peut être les mêmes outils, même aspect de distance. L'aspect massif et open, c'est vraiment déterminant. C'est de dire que sur ces formations-là, en général, elles coûtent 300, 400, 500 euros. C'est un public captif. Donc on va voir que c'est très intéressant, on peut aller loin, mais c'est à peu près les mêmes problématiques que, en fin de compte, les diplômes normaux. Donc les chocs entre les MOOC et les cours en présentiel, c'est presque analogue la concurrence avec des formations à distance, comme de ce point de vue. Elle avait l'air de me dire que tous les étudiants qui suivaient ce cours n'allaient pas en présentiel, enfin qu'il y avait aussi toute cette interaction de différents types de personnes, de participants, et que finalement les étudiants avaient été pris en charge autrement, mais que finalement les étudiants étaient là aussi. Oui, mais ça reste le diplôme universitaire. Vous avez des diplômes où les gens mettent parfois le pied à la fac que pour les examens. Ça peut être une des évolutions du MOOC. La vraie question, ça reste la différence entre les deux, ça reste l'ouverture. Et l'ouverture, ça change strictement tout parce qu'on n'a pas les mêmes publics, pas les mêmes motivations, pas les mêmes contraintes. Et des gens qui ont... En fait, les DU, souvent, les diplômes universitaires, c'est des gens qui s'y consacrent à plein temps. Là, on est sur un public de gens qui s'y consacrent le soir au lieu de regarder la télé. Donc, je dirais pas que l'un puisse être une évolution de l'autre. Le contexte, même à distance, ça reste un contexte intra-institutionnel, même à distance pure. Et pour moi, l'essentiel du MOOC, ça se passe en contexte extra-institutionnel. Et c'est ça qui fait sa grosse différence. Tout à fait. Après, la motivation des enseignants est rarement uniquement philanthropique, même quand on se revendique. Je vais dire, l'argent n'est pas la principale motivation, en tout cas pas actuellement. C'est beaucoup la visibilité et la réputation. Alors il y a des enseignants qui au passage font la pub de leurs livres dans le MOOC et qui arrivent à vendre, enfin les Américains ils font ça, ils sont businessmen jusqu'au bout. Donc il y a quand même
des pratiques de ce genre, c'est beaucoup la visibilité. On a un vrai problème de reconnaissance dans la carrière. Alors je peux vous dire de quoi je parle. Enfin, je sais de quoi je parle parce que là j'essaie de faire un doctorat et je lance un MOOC en même temps. Comment est-ce que je vais faire mon doctorat? Quand est-ce que je vais prendre le temps de faire ma recherche si le MOOC me prend 3-4 mois dans l'année? Il faudrait en fait que l'enseignement soit nettement... Je connais pas le contexte belge. Le contexte français, c'est que sur la recherche. L'enseignement, c'est extrêmement secondaire et c'est beaucoup trop considéré comme une charge. Et tant qu'on n'aura pas une reconnaissance dans la carrière des enseignants, tant qu'on ne pourra pas devenir professeur des universités grâce aussi à notre travail pédagogique, la pédagogie sera reléguée au second rang. Et en fait, je pense il va falloir à terme une sorte de spécialisation des enseignants qui existe déjà de fait mais qui n'est pas reconnue entre des enseignants spécialisés dans la recherche et des enseignants spécialisés dans la pédagogie. Donc moi, je pense qu'il va falloir penser des dispositifs comme ça et qu'on aura peut-être des HDE, des habilitations dirigées des enseignements, comme on a des HDR, des habilitations dirigées des recherches. Mais ça change complètement. Il faut repenser la carrière des enseignants-chercheurs à l'aune de ça. Parce que sinon, c'est beaucoup de perte de temps. Et pourquoi est-ce que les enseignants s'investiraient si leur retour sur investissement, c'est que de la visibilité? Enfin, c'est une vraie question sur la philanthropie, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi d'autres moteurs, quoi. Parce que si on se base que sur la philanthropie, on n'aura qu'une catégorie marginale des enseignants. Plus on ouvre les moteurs et les carottes, plus on donne de carottes, plus on aura de gens. Ça, c'est une vraie question sur le futur de nos métiers. Oui. C'est clair. Bon, là, il faut un minimum. Alors nous, on s'était débrouillé avec gestion de projet, avec des bénévoles. En fait, on a beaucoup fait travailler les participants du MOOC pour la création des éditions. Maintenant, sur gestion de projet, on est 20 personnes. Enfin, c'est un MOOC de 20-25 personnes, que des participants des sessions précédentes, essentiellement, et un peu des collègues, mais c'est du bricolage. Il y a un moment où il faut du budget, on ne peut pas faire que du bricolage en permanence. Si on n'a pas de budget, vaut mieux réfléchir avant de se lancer. Il y a beaucoup en fait, il y a une communauté de concepteurs. Au sein de Coursera, ils ont des forums internes où tous les concepteurs de MOOC vont échanger. Dans EDX, c'est pareil. Il y a pas mal de transferts. Après, des réseaux. Vous avez des réseaux d'universités qui vont faire des MOOC. Ils vont prendre, par exemple, vous avez Récif, qui est un réseau d'universités pour les ingénieurs entre pays du Nord et pays du Sud. Ils vont prendre des enseignants en provenance des pays du Nord et pays du Sud pour faire des MOOC en commun. Donc ça, vous avez l'aspect co-conception de contenu à travers des réseaux. Oui, ça existe. Vous avez aussi des communautés qui sont de concepteurs de MOOC, donc qui existent au Coursera EDX. Dans France Université Numérique, on est en train d'essayer d'en mettre en place une. Et vous avez des collaborations sur les échanges de pratiques. Enfin, c'est surtout ça, c'est échange de pratiques et co-conception de contenu. J'ai pas vu beaucoup plus que ça. Après, vous avez vu les portails Océan avec machin. Il y a des petits projets à droite à gauche, mais je dirais que j'ai pas vu beaucoup plus que ça. Pour le moment, déjà, si les universités arrivent à le faire tout seuls, ça peut être intéressant. Nous, on mutualise un petit peu aussi sur des sites, telle université, un studio, on va aller filmer là. Enfin, il y a un peu de mutualisation qui se fait aussi. Ce serait pas mal, hein. Le problème, c'est que en fait, c'est vraiment, et c'est tellement révélateur de comment fonctionne l'Europe. On a impossible de nous accorder sur une politique commune. Tout le monde veut faire les choses différemment. Et j'ai envie de dire, pour le moment, il vaut mieux éviter parce qu'on n'est pas rendu, hein, si on commence à attendre que l'Europe fasse quelque chose de solide. Déjà, si nos initiatives individuelles, nationales marchent bien, c'est une grosse chose. Il vaut mieux faire du bottom-up, que les choses marchent bien dans nos pays et on remonte petit à petit, on discute après comment est-ce qu'on... Là, on est en train de réfléchir comment on va mettre en place des collaborations. Vous avez la première conférence lundi prochain à Lausanne à l'échelle européenne. Il y a des choses qui vont se faire, mais je pense qu'il faut faire du bottom-up. C'est-à-dire, chacun on progresse dans notre coin, on monte en compétences et quand on atteint un seuil critique de compétences et qu'on a vu que c'est viable, peut-être qu'on peut commencer à réfléchir à l'échelle européenne. Là, si on fait du top-down et qu'on dit on fait un portail commun, ça ne marchera jamais. Il y a des gens qui nous le réclament et il y a des gens qui se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on fait une initiative française, il faut raisonner à l'échelle de l'Europe. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'expérience de montage de projets européens. Enfin, c'est mon avis là-dessus. C'est tout.
De fonds d'argent ou de fonds C'est pas l'argent le problème. Non, c'est vraiment... Ça permettrait d'être libre et de ne pas générer des revenus comme Ouais. Pas des fonds d'investissement derrière. Ouais, mais ça, on peut installer le DIX, chacun peut l'installer dans son coin, et d'ailleurs, tout le monde a commencé à le faire. Je pense qu'il vaut mieux faire comme ça pour le moment, parce que, bon, c'est important que les Européens, et que ça commence à réfléchir là-dessus, mais pour le moment, même si ce serait bien, moi j'adorerais que ça se passe comme ça, pragmatiquement, on reste terre à terre. Si on se lance dans cette direction, ça va pas le faire. L'Europe et les Anglais, ils ont développé tout leur code. En plus, les Anglais ont fait FutureLearn. Ils ont investi pas mal. Ils ont leur politique. Jamais ils nous rejoindront. Et tout le monde a investi pas mal déjà. Là, je vois mal comment les gens pourraient faire une croix sur leurs investissements. Je suis sceptique. L'Europe, la réponse sera malheureusement dispersée. Moi, je crois beaucoup aux classes inversées. Ouais. Je crois beaucoup aux classes inversées et en fait, l'intérêt du MOOC, c'est de pousser les enseignants vers les éléments de la chaîne de valeur où ils sont pertinents. Et pour moi, là où ils ont le plus de valeur ajoutée. Et pour moi, là où la valeur ajoutée d'un prof, elle est vraiment dans l'interaction avec ses étudiants, dans le fait de voir comment ils vont produire des choses. La notation, c'est intéressant, mais nous, en tant qu'étudiants, ce qui nous intéresse, c'est la montée en... Enfin, la plupart des étudiants, il y a beaucoup qui viennent pour le diplôme, hein. Il y a aussi beaucoup qui se disent, nous, on veut monter en compétences. Et la meilleure façon de monter en compétences, c'est d'avoir des tuteurs, des mentors, comme des enseignants qui sont des gens de très haut niveau. Et qui vont dire, bon, bah là, ce que tu as fait, c'est pas bien, ou là, c'est bien, et on va en parler ensemble et dire pourquoi. Et avoir ce temps pour faire ça avec tous les élèves, c'est pas possible si en plus on fait tout le cours magistral et si on fait tout le temps à corriger les copies. Donc la classe inversée et toutes les manières de pédagogie hybride, il n'y a pas que la classe inversée, doivent être à mon avis le futur de l'université. Et de toute façon, si elle ne prend pas le tournant, elle y sera contrainte par l'évolution des pratiques. Donc autant le faire de manière fluide et anticiper. Après, je ne suis pas un extrémiste à dire il faut plus tout faire de cours magistral. Il faut rester dans la mesure, dire on va tout supprimer les cours magistraux, tout faire en classe inversée. De toute façon, à chaque fois qu'on veut faire des changements trop brutaux, souvent on crée plus de problèmes qu'on en résout et on crée les gens ils disent plus jamais ça. Donc il faut expérimenter et itérer. On fait des petites expérimentations, on regarde, ça marche bien, on continue. Attention aux grands changements brutaux dont les Français raffolent. Propriété intellectuelle, gros sujet. Alors, sur France Université Numérique, je peux juste vous dire qu'il y a les deux grands mouvements qui sont le copyright et les licences libres. Je pense que vous êtes plus ou moins tous familiers aux licences Creative Commons, donc je ne vais pas réentrer là-dedans. Open Education n'est pas synonyme de Open Courseware. Il y a beaucoup de cours sur Coursera, ils sont en contenu propriétaire, vous ne pouvez pas y toucher, vous ne pouvez pas l'utiliser dans d'autres contextes. Vous avez une licence personnelle d'utilisation, vous avez le droit de le télécharger et de l'employer dans votre contexte personnel, mais vous n'avez pas de licence pour le réemployer. Après, il y a des gens qui vont dire, bah non, nous on fait en licence libre, tout ce qu'on poste en ligne, vous pouvez vous le réapproprier, le mettre dans d'autres formations, vous pouvez le découper, prendre les ressources et prendre ce que vous voulez. Donc ça, c'est le combat des licences libres. Au sein de France Université Numérique, on est un certain nombre de militants des licences libres. Et du coup, si vous allez sur notre portail, vous verrez que les 3/4 des cours sont en licence libre. Après, il y a aussi la licence libre la licence des productions des participants. Pareil, elles peuvent être en propriétaire comme elles peuvent être en Creative Commons. Et dans ce cas, tout le travail que vont produire les participants peut être employé, recombiné pour faire X ou Y produit, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Moi, bien sûr, j'aurais une position d'activiste du libre, de dire qu'il faut mettre le plus de choses en licence libre et ça permet d'entrer dans les vrais, libérer le potentiel du web. C'est ce qui s'est passé avec les quotidiens, mais on voit maintenant qu'ils reviennent un peu en arrière et qu'ils demandent maintenant un abonnement, etc. en ligne. Le problème, c'est que c'est les modèles économiques derrière. Licence libre, après vous pouvez mettre des licences non commerciales, mais si vous mettez juste une CC BY, ça veut dire juste le droit de paternité, quelqu'un peut prendre votre formation et faire du business avec. Ça gêne un certain nombre de personnes. Donc il faut bien choisir sa licence. De toute façon, là, on a été dans une politique d'ouverture à fond sur les MOOC. Je pense qu'on va refermer un petit peu parce que ça va être des questions économiques.
les gens ne s'y retrouveront pas, ils vont commencer à faire payer l'accès aux ressources, on le voit de plus en plus. C'est malheureusement la tendance. Le plus important, c'est que les coûts restent bas. Si on a des cours à 5-10 euros pour 2 mois de formation, moi je suis prêt à payer. Et c'est un petit truc, et après je me dis il faut que je rentabilise, donc je vais aller plus facilement au bout du cours. Donc je pense que c'est pas nécessairement mal, mais il ne faut pas qu'on aille vers une fermeture et qu'on ait ce qu'on voit sur Udacity à 200 euros le cours. Là ça commence à... on n'est plus du tout dans l'esprit, quoi.